In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Bonjour, c'est Martin Winkler encore qui vient vous parler d'écriture, d'histoire, de narration, de construction. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire? La dernière fois, on a posé la question de savoir s'il fallait s'occuper d'abord des personnages ou d'abord des histoires. Mais il n'en reste pas moins que même si on a des personnages extraordinaires, il faut construire des histoires pour ces personnages, il faut les faire vivre, et il faut que ces personnages aient un itinéraire qui soit intéressant pour le lecteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire? Il n'y a pas une forme de bonne histoire, il y a des tas de bonnes histoires, puisqu'il y a des tas de bons bouquins qui racontent des histoires différentes. Alors évidemment, il y a des histoires ou des formes d'histoire récurrentes qu'on trouve à peu près dans toutes les cultures, comme la fable, le conte, le roman d'aventure, le roman d'énigme, le roman psychologique, le roman d'amour, l'épopée, la quête, le récit d'exploration, le récit de guerre. Pensez au plus ancien récit de guerre qui est connu, qui est l'Iliade. L'ascension d'un personnage, la chute d'un personnage. Toutes ces histoires, on les lit dans les journaux. C'est des histoires qui, en fait, empruntent toujours à une réalité de près ou de loin. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des histoires qui ressemblent à ça dans les journaux. Les histoires qu'on raconte dans les romans sont des histoires qui surviennent dans la vie avant de se retrouver transposées dans la fiction. Donc a priori, toutes les histoires sont autour de nous, et il y a de très bonnes histoires autour de nous. Prenez par exemple toutes les biopics, toutes les histoires de vie, toutes les biographies en images. S'il y a autant de films de fiction qui racontent des histoires de personnes réelles, c'est parce que leur histoire est une histoire qui est tout à fait passionnante. Ça ne nous explique pas comment et ce qui fait qu'une histoire est bonne. Alors, je vais essayer de parler un peu de moi et de mon expérience. Quand j'étais un jeune lecteur, à partir de 12-13 ans, j'aimais les romans policiers, surtout les histoires de chambres closes et de crimes impossibles. J'aime toujours ça. Et je dévorais Arsène Lupin, Agatha Christie, Sherlock Holmes, Stanislas André Steeman, qui est un auteur belge qui est un peu méconnu, oublié aujourd'hui, mais à tort, ou John Dickson Carr, qui était le spécialiste absolu anglo-saxon du crime impossible et du mystère en chambre close. Alors, ce n'étaient pas des livres qui étaient forcément très développés sur le plan psychologique. C'est des livres qui, à plein de points de vue, ont vieilli sur le plan du monde qu'ils décrivent, mais c'était très évolué pour un adolescent, c'était assez évolué pour un adolescent, et surtout, ça racontait des histoires tout à fait passionnantes. J'ai lu aussi beaucoup de science-fiction, en particulier des histoires de voyage dans le temps. Le point commun entre ces deux types d'histoires, le mystère, l'histoire criminelle, l'énigme criminelle, l'énigme au sens large, parce que dans le Club des 5, par exemple, ou le Clan des 7, il y avait des énigmes qui n'étaient pas forcément des crimes. Ça pouvait être des contrebandiers, ça pouvait être une lumière mystérieuse dans un endroit où personne n'allait, etc. La disparition de quelqu'un. Les points communs entre les énigmes, d'un côté, et d'un autre côté, certaines histoires de science-fiction, et en particulier les histoires de voyage dans le temps, avec les paradoxes, avec comment est-ce qu'on peut faire pour régler un problème avant qu'il soit survenu, c'est que ça nécessite, pour être d'abord crédible, mais aussi pour être ou plausible, sinon crédible, puisque c'est de l'imagination, mais plausible et logique, mais aussi très satisfaisant, ça nécessite une construction tout à fait précise, une construction qui retombe sur ses pieds et qui donne une satisfaction tout à fait grande au lecteur ou au spectateur. Je vais prendre un exemple tout récent que vous pouvez aller voir peut-être sur la toile en streaming. C'est le premier épisode d'une série toute nouvelle qui s'appelle This Is Us, qui vient de commencer sur la NBC.
Ça commence comme une série réaliste avec un certain nombre de personnages qui sont dans leur vie quotidienne. Et puis on ne voit pas très bien les liens entre ces personnages. Et on ne connaît les liens entre ces personnages que dans les 30 dernières secondes de ce premier épisode, qui donne la clé qui permet de les unir tous. Et c'est une clé extrêmement simple, mais le traitement de l'image, le traitement de la narration est tel que, le plus souvent, on aurait pu le voir venir, mais on ne l'a pas vu venir. Et c'est ça qui est tout à fait excellent dans ce pilote, dans cette série, et qui donne envie de regarder la suite, c'est que ces personnages qui sont en eux-mêmes assez intéressants mais pas extraordinaires, quand on connaît les liens qu'ils ont entre eux, là, ils deviennent bien plus passionnants. Tout ça est lié à quoi? C'est lié à un artifice de construction. C'est-à-dire qu'entre 3 histoires différentes, ou 4 histoires différentes, les scénaristes ont établi un lien qui est un lien plausible, qui est un lien logique, mais qui en lui-même rend l'ensemble de ces histoires et leurs intrications beaucoup plus intéressantes que l'histoire d'un seul de ces personnages principaux. Et pour la plupart des romans, c'est la même chose. Hein. Quand vous aimez un roman, enfin moi quand j'aime un roman, de mon point de vue de lecteur, j'aime un roman parce qu'il me surprend, j'aime un roman parce qu'il m'intrigue, j'aime un roman parce qu'il m'apprend quelque chose, parce qu'il me plonge dans un monde étrange mais cohérent. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, parce qu'il m'émeut, parce qu'il me fait rire, parce qu'il me tient réveillé, ou parce qu'il me fait pester quand je m'endors de fatigue et que je ne peux plus lire, parce qu'il me donne envie de ne pas le finir, parce qu'il me donne aussi envie de lire des livres avec les mêmes personnages ou écrits par le même auteur. Parce que le plaisir que j'ai eu à lire cette histoire, cet auteur, me donne envie de lire des histoires similaires ou des histoires écrites par le même auteur. Une bonne histoire pour moi, en tant que lecteur, c'est une histoire dont on a envie de connaître la suite et la fin, mais qu'on n'a pas complètement envie de finir. C'est-à-dire, on est à la fois impatient de la lire, et en même temps, on n'est pas pressé qu'elle soit terminée. On veut rester dedans. Et donc, si vous voulez écrire une bonne histoire, il faut que vous vous mettiez vous-même dans la peau du lecteur, en vous posant des questions simples. D'abord, c'est l'histoire de qui? Ensuite, elle se passe où? Ensuite, elle va de quel point à quel autre? C'est très important de savoir d'où on part et de savoir où on arrive. Parce qu'une histoire, c'est toujours le récit d'une transformation ou le récit d'une expérience. Par conséquent, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une difficulté, un conflit, quelque chose que le ou les personnages ont besoin de traverser et de surmonter, ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des livres qui se terminent par l'échec du personnage, mais la transformation a lieu chez le lecteur, elle n'a pas lieu chez le personnage, ou la prise de conscience. Et puis donc, il faut que vous sachiez quelle est votre fin, où est-ce que vous allez. Et il faut que cette fin soit aussi excitante pour vous que pour le lecteur, bien entendu. Si elle est excitante pour vous, elle a de bonnes chances de l'être pour le lecteur, mais il faut qu'elle soit si excitante que vous ayez envie d'en retarder le plus longtemps possible la révélation. Et par conséquent, il faut que ça vous donne envie d'inventer toutes les péripéties possibles. Georges Perec disait, un romancier, et je crois qu'il avait repris ça à Raymond Queneau, il disait un écrivain, un romancier, c'est quelqu'un, c'est un rat qui construit le labyrinthe dont il se propose de sortir. Vous connaissez l'image du rat dans le labyrinthe, à qui on apprend à sortir en lui mettant des bouts de fromage au fur et à mesure. Et il disait, voilà, le romancier, c'est un rat qui invente le labyrinthe, qui construit au fur et à mesure le labyrinthe dont il se propose de sortir. Et moi, je trouve cette image très juste parce que ça veut dire que le rat dans ce labyrinthe, c'est à la fois, c'est d'abord l'auteur et c'est ensuite le lecteur. Et un auteur ne peut pas écrire un livre intéressant pour des lecteurs s'il n'est pas lui-même le lecteur qui construit son livre. Il y a d'ailleurs au début de la vie mode d'emploi de Georges Perec une préface sur l'art de composer les puzzles, qui est d'ailleurs en fait un extrait d'un chapitre du livre. Et il y a une analogie tout à fait grande entre l'art de dessiner et de découper les puzzles, qui est donc une analogie de l'écrivain qui découpe son puzzle qui sera son histoire, et puis celui du faiseur de puzzle qui lui reconstitue, enfin de l'amateur de puzzle qui lui va reconstituer
le puzzle. La différence entre un livre et un puzzle, c'est qu'un livre peut avoir l'air d'être déjà construit. C'est comme si on vous donnait déjà l'image toute construite du puzzle. En fait, il n'en est rien, parce que vous ne voyez pas le livre intégralement dès que vous avez le nez dessus. Vous êtes obligé de le lire progressivement et de le découvrir progressivement. Et c'est exactement la même chose qu'un puzzle, à ceci près que dans le puzzle, vous assemblez les pièces dans le désordre, mais pour composer une image qui sera une image finalement complète. Et avec un livre, c'est la même chose. Pour moi, une bonne histoire, c'est toujours une histoire qui a plusieurs fins attendues ou inattendues. C'est-à-dire que la lectrice a lu, ou le lecteur a lu autant que vous, et souvent plus. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que le lecteur ou la lectrice est déjà blasé, il a déjà tout lu, en principe. La bonne nouvelle, c'est qu'il a ou qu'elle a envie d'être surprise et de donner sa chance à une nouvelle histoire. Par conséquent, vous avez toutes vos chances, même si les gens ont tout lu, vous avez toutes vos chances parce que vous pouvez écrire une nouvelle histoire, ou vous pouvez écrire une histoire hyper classique, mais d'une nouvelle manière. L'exemple que je donne toujours, c'est Roméo et Juliette, qui est une histoire qui avait déjà été reprise par Shakespeare, qui n'a pas inventé, mais qui était une histoire italienne, et qui a été reprise à de très nombreuses reprises, soit sur scène, et qui est toujours jouée différemment, ou bien qui a été adaptée par exemple au cinéma, sous forme de West Side Story, une comédie musicale transposée à New York, à Manhattan, ou bien encore dans la version toute récente de Baz Luhrmann, enfin qui a une quinzaine d'années de Baz Luhrmann, qui est encore une autre lecture tout à fait formidable, mais contemporaine, de Roméo et Juliette. Vous pouvez très bien reprendre une histoire très connue. Ce qui va en faire la nouveauté, c'est la façon dont vous allez la raconter vous. Et on en déduit que pour écrire une bonne histoire, il faut se préoccuper du lecteur qui est en soi. Parce que c'est une histoire que j'ai envie d'entendre, moi, en tant qu'auteur, et en tant que lecteur, pardon. Ou bien, et que j'ai envie de raconter aux autres. Et comment est-ce que je vais la raconter pour qu'elle me donne envie de la raconter jusqu'au bout? Parce que le secret dans l'écriture, c'est de se poser à soi-même des pistes, des incitations, comment dirais-je, des invitations, faire introduire un personnage ou établir qu'un personnage représente un mystère, et ensuite résoudre ce mystère. Donc il faut vous-même vous donner un certain nombre de jalons, les annoncer, et puis y répondre, les traiter. Ce qu'il y a de très insatisfaisant dans certains romans, c'est le fait qu'on lance des pistes et qu'elles ne sont pas explorées ou résolues. Ça, c'est un travail qui fait partie du travail de réécriture. C'est de bonne guerre de se lancer plein de pistes dans un livre. Ce qu'un auteur doit absolument faire quand il reprend son manuscrit, c'est de s'assurer que toutes les pistes sont suivies et mènent quelque part. Soit qu'elles remènent au mystère central, après avoir été explorées, soit que, si elles ne mènent à rien, à ce moment-là, de les éliminer parce qu'elles sont parasites. Ce qui est très important, c'est ça, c'est de canaliser l'attention du lecteur, mais sans la disperser dans des choses qui n'ont pas d'intérêt pour l'histoire centrale. Si vous voulez savoir si votre histoire est bonne, vous pouvez tester votre histoire sur des amis en leur racontant l'argument. Par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui est trahi par ses amis et accusé de complot, qu'on enferme à vie dans une prison, qui s'échappe de prison contre toute attente et qui entreprend de se venger. Bon. Alors si vos amis vous disent qu'ils ont envie d'en savoir plus, lancez-vous. Vous pouvez aussi leur dire, par exemple, ou parfois vos amis vont vous dire « Ouais, c'est pas mal, mais on a déjà vu 100 fois. On a déjà vu ça 100 fois. » Par exemple, le comte de Monte Cristo. Oui, c'est ça, le prototype. Hein, de l'homme emprisonné à tort et qui qui s'échappe contre toute attente et qui va se venger, c'est le comte de Monte Cristo. C'est vrai, mais personne n'a raconté le comte de Monte Cristo comme vous pourriez le raconter. C'est donc pas du tout absurde de le faire. Encore une fois, il y a des exemples assez connus dans le monde de la littérature, de la télévision. Il y a un grand roman d'Alfred Bester qui s'appelle The Star's My Destination, qui est une reprise du Comte de Monte Cristo, et c'est tout à fait autre chose, et en même temps c'est la même trame, où il y a une série récente qui s'appelait Revenge,
à la télévision américaine, qui était tout à fait une reprise du Comte de Monte Cristo, avec une femme dans le rôle principal et non pas un homme. Ce qui fait qu'une histoire est bonne, ce n'est pas son déroulé ou sa nature, mais c'est la manière dont vous la racontez, encore une fois, hein, qui lui donne ses caractéristiques au lieu du lecteur. Rappelez-vous qu'on passe son temps à prendre des histoires en nous ou juste autour de nous, des histoires que nous avons vues, des histoires que nous avons vécues. Donc des histoires qui en soi ne sont pas d'une grande originalité parce que quoi de plus banal que la mort de quelqu'un, quoi de plus banal qu'une histoire d'amour, quoi de plus banal qu'une naissance. Mais si vous adoptez un point de vue complètement atypique, alors là vous pouvez prendre, comment dirais-je, vous pouvez donner une histoire qui est une histoire passionnante et qui ne, comment dirais-je, qui ne va pas vous ennuyer et ne va pas vous donner le sentiment d'être quelque chose de 1000 fois raconté. C'est pas grave de répéter toujours la même histoire. C'est même pas grave de reprendre les histoires qui vous ont plu le plus souvent et qui n'étaient pas les vôtres. Mes parents étaient de grands raconteurs d'histoires, ma mère comme mon père, ils avaient un répertoire. Et mon frère et moi et ma famille, on connaissait toutes leurs histoires. Mais moi, j'étais heureux comme tout quand je leur demandais de m'en raconter une que je connaissais déjà par cœur, parce que ce que j'aimais, c'était la manière dont ils la racontaient et le plaisir qu'ils avaient à le faire. Et c'est ça qui me faisait rire, c'est ça qui me faisait plaisir. On en revient encore une fois au fait que vous avez besoin de vous faire plaisir en racontant votre histoire. Et ça, c'est le meilleur moyen de donner du plaisir à celles ou ceux qui la liront. Et pour finir, je vous rappellerai les 3 règles les plus importantes de l'écriture et de l'écriture de fiction. Hein. C'est vous faire plaisir, comme on vient de le dire. C'est encore une fois, ce que vous racontez, son originalité ne réside pas dans son intitulé, mais dans la manière dont vous le traitez. Et puis, troisièmement, toujours, l'écriture, c'est toujours la même chose. Hein. C'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Allez, à bientôt.